Priorité Santé, Claire Hédon. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes d'infertilité avec le docteur Sylvie Epelboin, gynécologue obstétricienne. Elle est médecin de la reproduction au sein du groupe hospitalier Bichat Claude Bernard à Paris. Et vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Vous êtes d'ailleurs nombreux à appeler. Juste avant les informations, on était en ligne avec Abou de N'Djamena au Tchad. Il est d'ailleurs toujours au téléphone avec nous. Il nous expliquait qu'il est marié depuis 3 ans et demi. Après plusieurs consultations, elle n'arrive toujours pas à avoir un enfant. Sa femme a des problèmes de cycle long et donc on lui a prescrit un traitement, le Clomid, c'est bien ça, docteur Sylvie Epelboin. Et vous disiez, c'est à prendre au 2e jour en début de cycle, de façon à favoriser une ovulation quand elle ne survient pas sur des cycles qui sont habituellement longs, ou avec une ovulation retardée ou sans ovulation. Donc c'est à prendre du 2e au 6e jour. Et alors ce genre de traitement, on le prend pendant combien de mois? Il faut justement combien de mois, entre guillemets, avant que ça marche? Alors, vous n'êtes pas Madame Soleil, vous n'allez pas pouvoir, mais précisément, mais quand même. Pourtant, nous avons le soleil sur le ciel parisien. Absolument. On ne le prend que si on est sûr, et ça a l'air d'être le cas pour ce couple, que le spermogramme est normal et qu'il n'y a pas donc d'anomalie des trompes et que le problème est uniquement ovulatoire. On essaye sur quelques cycles, donc quelques cycles, ça peut vouloir dire de 3 à 6, à condition que le traitement soit bien toléré et à condition que ce traitement soit ce que nous appelons dans notre jargon monitoré, c'est-à-dire surveillé, à la fois pour éviter les complications et en même temps pour vérifier l'efficacité. Et la surveillance, c'est au mieux une prise de sang pour dosage hormonal pour voir si les hormones augmentent avec ce traitement et une échographie pour voir si les follicules poussent et si on ne peut pas au moins une échographie de façon à vérifier qu'il n'y a pas croissance de plusieurs follicules car le risque quand on ne surveille pas, c'est la grossesse multiple. Voilà, merci beaucoup en tout cas Abou et bon courage à vous. Ne pas hésiter non plus à retourner voir votre médecin pour avoir des précisions. On a au téléphone le docteur Antoine Mozikwa qui est gynécologue et qui dirige une unité de PMA à Kinshasa en RDC. Docteur Mozikwa, bonjour. Oui, bonjour Claire Hédon, bonjour docteur Sylvie Epelboin. Bonjour. Merci. Bonjour aux auditeurs de RFI. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce qu'on a des chiffres, est-ce que vous avez des chiffres sur les problèmes d'infertilité en République démocratique du Congo? Oui, tout à fait. Nous sortons d'ailleurs d'un congrès de la Société congolaise de gynéco-obstétrique et le dernier chiffre qu'on a donné, c'est que 19% des cas de consultation gynécologique à Kinshasa concernent bien l'infertilité du couple. Une consultation sur 5, effectivement, c'est important. Les principales causes, ce sont quoi? J'ai cité en début d'émission les MST, c'est effectivement le cas pour vous? Oui, tout à fait. Et donc, ici, en Afrique, d'une façon générale, l'infection est prépondérante, que ça soit chez les femmes ou chez les hommes. Les infections génitales basses et hautes qui entraînent ensuite des obstructions tubaires constituent la première cause d'infertilité chez la femme, ainsi que chez l'homme également. Les infections sexuellement transmissibles qui aboutissent à la prostatite ou à l'épididymite constituent également une cause majeure de stérilité masculine. Quels sont les moyens dont vous disposez pour lutter contre cette infertilité? Je sais que vous avez déjà réalisé des fécondations in vitro. Oui, tout à fait. Nous sommes le seul laboratoire de fécondation in vitro en RDC. Et nous fonctionnons depuis une dizaine d'années, depuis 2000 à peu près. Le premier enfant issu de FIV est né chez nous en 2002. Et grosso modo, nous avons plus ou moins 300 enfants issus de FIV depuis cette dizaine d'années. Nous pratiquons l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro classique,
la fécondation in vitro avec micro-injection dans l'ICSI, ainsi que les dons de gamètes et d'embryons. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Mais voilà, le développement de la PMA en Afrique est confronté à des écueils très importants, et c'est pour ça que il n'y a pas un développement assez important des laboratoires de FIV. Le premier écueil, c'est un écueil culturel, c'est que les traditions, les coutumes, le mœurs des Africains n'acceptent pas ce mot de procréation. Et donc, il y a une stigmatisation publique de plus en plus poussée vers les couples qui viennent à la PMA, mais en plus pour les enfants issus de ces techniques. Ensuite, il y a un frein économique évident, c'est que l'accessibilité est très réduite vu la pauvreté dans nos pays. Il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de sécurité sociale, et donc les couples doivent se prendre en charge eux-mêmes. Et je vous dirais que le budget global, plus ou moins, pour les frais de labo et l'achat des médicaments, que ce soit les gonadostimulines et autres, aussi quand même aux alentours de 8 000 $, ce qui n'est pas à la portée d'un plus grand nombre. Hein. Ce qui fait que c'est cher. Alors ensuite, il y a des pathologies associées qui font que pour commencer à faire la FIV, il faut d'abord déblayer le terrain. Nous avons un taux de myomatose utérine associée très élevé chez la femme noire à partir des 30 ans. Et à cause de l'infection, nous avons également, disons, des hydrosatinx assez courants chez nos jeunes femmes. Hein, et ce qui fait qu'il faut d'abord procéder à des interventions préliminaires, que ce soit la myomectomie ou la satingectomie, donc enlever tous ces foyers toxiques avant de passer à la fécondation in vitro. Et donc ça alourdit déjà la prise en charge. Et donc l'accessibilité est assez réduite. Hein. Et je crois que vous avez été formé chez Friedman, hein, c'est bien ça? Tout à fait. J'ai été chez FEI pendant que, lorsqu'Amandine est née, j'étais faisant fonction d'interne Antoine Béclair à Clamart. Et donc j'ai assisté à la naissance d'Amandine. Hein, voilà. Et donc je suis plutôt je dirais d'origine franco-belge. Hein. Franco-belge, d'accord. Ensuite, j'ai été travailler longtemps en Belgique, oui. Docteur Sylvie Epelboin, vous avez assez souvent des couples qui viennent du continent africain qui viennent consulter chez vous. Oui. D'abord, je voulais vous remercier parce que vous avez, je crois que nous sommes de la même génération et vous avez un regard d'un recul impressionnant sur ces problématiques d'infertilité. Alors qu'effectivement, nous, on retrouve presque à l'identique ici à Paris, donc au centre de fécondation in vitro de l'hôpital Bichat dans lequel je travaille, nous avons à peu près 40% de personnes qui sont originaires d'Afrique subsahélienne, en partie d'Afrique de l'Ouest et en partie des pays d'Afrique centrale. Donc, on est tout à fait confronté à ces problématiques que je ne vais pas redétailler parce que je le dirai moins bien que vous. À la fois les conséquences de l'infection, c'est-à-dire les trompes qui sont dilatées, des séquelles de salpingite que vous avez fort bien décrites, dont il faut s'occuper et paradoxalement, il faut enlever les trompes pour que la fécondation in vitro marche sans foyer infectieux. Et ces problématiques de fibromes utérins qui vont gêner l'implantation embryonnaire chez des femmes très jeunes. Et il ne s'agit pas d'avoir des embryons, il faut aussi que ces embryons s'implantent. Donc nous partageons vraiment les mêmes problématiques, plus, dirais-je, et je ne sais pas si vous êtes engagé dans cette problématique-là à Kinshasa, plus donc tous les couples qui viennent consulter dans le contexte viral, pour l'hépatite B, pour l'hépatite C, pour lesquels nous avons une réglementation spécifique ici, mais notamment pour le VIH. Nous sommes très peu de centres à prendre ces couples en considération et en charge quand l'indication est
à la fois l'infertilité tubaire, mais également la prévention de la transmission de l'homme à la femme ou de la femme à l'homme. Docteur Misokwa, j'aurais juste une dernière question à vous poser. Pour les jeunes filles, jeunes hommes qui nous écoutent, on a bien compris qu'il y avait un problème de MST. Alors vous allez évidemment conseiller l'utilisation du préservatif, mais je dirais quels sont les signes qui doivent alerter, parce qu'en fait, quand il y a une MST, si on consulte le plus tôt possible, on peut éviter après ces problèmes d'infertilité. Donc quel est le message que vous auriez envie de faire passer là-dessus? Le message, il est simple, c'est d'avoir une conduite de vie, une hygiène de vie assez rigoureuse. Disons évidemment, il y a les préservatifs, bien sûr, éviter des partenaires multiples. Et je pense qu'à la première douleur, que ça soit au niveau du bas-ventre, que ça soit au niveau du prurite vaginal, des démangeaisons, il faut aller dans un centre de santé. Le problème que nous avons ici, au fait, c'est que les malades viennent dans les centres de santé assez tardivement à cause de la pauvreté, les manques de moyens financiers. Alors, j'ai oublié de vous dire que les malades que nous recevons, même en PMA, ont d'abord été chez les tradipraticiens pendant plusieurs années. Ensuite, ils ont subi un traitement spirituel dans des églises multiples qui foisonnent ici. Et nous le recevons, donc généralement, ça vient chez le médecin assez tardivement. Lorsque l'infection est déjà assez intense, assez prononcée, et l'infection a déjà fait des dégâts assez importants. La durée de la fécondité moyenne que nous avons en PMA ici, 8-9 ans. C'est ça. Donc voilà. j'entends le message j'entends le message que vous faites passer. On évite de passer trop longtemps chez le tradipraticien et les évangélistes, parce que c'est vrai que c'est un autre problème en RDC, pour aller un peu plus vite vous voir et ne pas venir trop tard. Voilà, on peut aller voir les évangélistes pendant qu'on consulte déjà un médecin détenteur de la biomédecine. Ou le tradipraticien en même temps que le médecin, exactement. Merci beaucoup en tout cas, docteur Mozikwa. Vous nous tenez au courant de tout ce que vous faites. C'est vraiment intéressant de savoir qu'il se fait tout ça en République démocratique du Congo. On mettra d'ailleurs probablement les coordonnées de votre centre sur notre site internet. Je vous l'ai dit, les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Jimmy qui justement nous appelle de Kinshasa en RDC. Jimmy, bonjour. Oui, bonjour Claire. On vous écoute. Oui, ma première question serait de savoir, est-ce que une torsion testiculaire négligée peut-il conduire à une infertilité? Alors, docteur Sylvie, et vous allez pendant ce temps-là, pendant que le docteur appelle